I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shit on my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous, down, wonder when I'm anxious. Ah, la passion du combat, tu sais, moi j'ai commencé ça, j'avais 12 ans. Premier combat en boxe française, c'était en 92 ou 93. Donc ça fait des années, et puis après, dingue de sport de combat, jusqu'à l'ouverture de mon club en 2016, au B-Fight, où on est monté très vite chez les pros, et puis voilà, ça a été très vite. L'événementiel, ça m'a toujours plu. On a été l'un des premiers clubs à proposer du Muay, K1, grappling, Jiu-Jitsu, boxe anglaise, Krav Maga, cross-training, on faisait vraiment tout. Tu sais, on avait un modèle un petit peu anglo-saxon, salle ouverte du matin au soir, des cours toute la journée, ça a plu très vite. Et puis on a très vite incorporé, moi j'étais de la génération Haute Tension, un club réputé, donc j'ai été pendant des années chez Haute Tension, et c'est vrai que la compétition m'a rattrapé très vite. À l'époque, Jean-Marie Merchet m'a rejoint, mon coach qui est père à son âme, qui est mort il n'y a pas très longtemps. On a organisé le premier, on est les premiers à avoir lancé les hostilités en octobre 2020 avec Eric Conaco, mon associé. Et puis derrière, on a maintenu notre objectif de faire au moins 4 événements malgré la crise, on l'a fait. Et puis après, on s'est arrêté au cirque d'hiver en octobre de l'année dernière. On s'est donné le temps de structurer les choses, et puis là, on repart pour quelques événements, au moins 10 dates. Il faut savoir que l'agent de Jérôme, que je connais bien, Jérôme que je connais aussi, on a les mêmes groupes, les mêmes agents, on travaille avec ça fait quelques années qu'on dispute l'ISCA, la ceinture ISCA. Il faut savoir que l'agent de Jérôme est aussi à la fédération ISCA. Et donc, en discutant avec son manager, on s'est dit faire un événement sur Le Havre. Et puis faire un événement pour faire un événement, on s'est dit la force du MMA-GP qui a cette petite histoire de première organisation, de parcours un peu difficile, hein, on a lancé les choses. Et on s'est dit au Havre, Jérôme chez lui, ça lui faisait plaisir aussi. Et donc c'était c'est un double accord. Voilà, c'était créer un événement. Est-ce qu'on le faisait uniquement par rapport à Jérôme ou au MMA-GP? Puis on s'est dit MMA-GP, édition Le Banner, c'est énorme. Et on a une cage en fait ça a été notre premier investissement. On a réussi à avoir ça, c'est mon partenaire Ringcage qui nous l'a fait fabriquer et on s'est lancé là-dedans et voilà, on a financé cette cage tout de suite, c'était notre premier investissement. Ouais. C'était une histoire d'ambition, est-ce qu'on va en faire beaucoup? On a calculé le prix de revient sur de la location, on avait déjà de grosses ambitions de multiplier les événements. Et on s'est dit qu'une cage, ça coûte 40 000 € quasiment, une vraie cage, je vous parle d'une bonne cage. On s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de louer? On fait 10 événements, on a fait un calcul évident qui dit qu'en première année, on l'aurait quasiment amorti. Donc on est resté là-dessus. Après, bien sûr, ça se stocke, ça se transporte, enfin, il y a toute une logistique assurée derrière, montage, tout ce que les gens ne connaissent pas, qui se passe en amont. Hein. C'est 2 jours de montage, enfin, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des normes imposées par la fédération, donc il y a le code du sport. Quand je dis la fédération, c'est le code du sport. Épaisseur de tatami, épaisseur de l'amorti. Il y a une taille minimum, je crois que c'est 7 mètres minimum. Après au-dessus, je pense qu'il n'y a pas de limite, mais oui, il y a quelques normes, hein. C'est dans le code du sport. On a eu un démarrage difficile avec la Fédé. Après, maintenant avec le recul, à l'époque j'étais un petit peu en colère. Maintenant avec le recul, c'est vrai qu'ils se sont structurés très rapidement et en même temps et puis que nous on est arrivés. Voilà, on avait nos défauts, la Fédé ils avaient les leurs. Donc après, aujourd'hui, je pense que 0-0 balle au centre, c'était une bonne guerre. Et puis qu'aujourd'hui, ils font le job, quoi. Je pense qu'on fait des bons événements et puis que la Fédé est présente. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de polémique autour des exigences, tout ce qui est médical, tout ça. Mais bon, après, on parle d'intégrité des combattants. Donc c'est dur d'aller débattre quand on vous explique qu'il faut faire des vérifications et que c'est purement médical. Bon, il y aura toujours à redire parce que c'est compliqué pour les étrangers, surtout quand on veut faire venir des étrangers. Il faut savoir que le modèle qu'on a, qui nous impose beaucoup d'examens. Après, il faut savoir qu'en boxe anglaise, les grandes organisations aussi, attention, hein, l'UFC, tout ça, demande beaucoup d'examens, d'accord? Le problème, c'est que pour nous, on n'est pas l'UFC. Quand on paye des primes et puis que le montant de la prime couvre à peine les frais médicaux d'un étranger, il faut savoir que nous, on a la Sécu en France, mais je veux dire, en France, on se fait prescrire un IRM, on y va, il n'y a pas de souci. À l'étranger, c'est vite. Moi, je finance de temps en temps pour des étrangers. Là, on a payé un IRM pour un des étrangers, et on a payé ça 800 € quand même, parce qu'il n'a pas de numéro de Sécu. Donc imaginez pour quelqu'un qui vient du Brésil, où le SMIC est à 500 €, enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que, voilà, c'est où à prendre en charge par l'organisateur.
le prévoir dans les primes. Mais ce qu'il y a, c'est que sa limite, c'est sur les short notice. Quand il y a un combattant qui est absent, aller trouver un autre combattant qui a tous les examens, enfin voilà. Il y a quand même, je pense qu'il y a un travail d'éducation qui est en train de se faire, parce que finalement, il y a voilà, on se rend compte que c'est plus fluide au bout d'un an. Mais nous, en fait, on a mangé le truc en pleine figure. On a un peu subi on va dire les codes très rigides. Moi, je m'occupais de la carte jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'ai décidé de déléguer la carte à Amaury. Amaury, et puis je ne sais pas si vous avez vu sur les photocalls, vous verrez en partenaire, il y a l'agence NID et puis il y a Résilience aussi. Donc on a décidé de passer que par 2 agences de management et puis qui traitent avec tous les combattants. Donc ils assurent un matchmaking pour nous. Et bien sûr, je suis regardant sur la carte. Donc on m'envoie les profils, je valide pas. Donc voilà, je suis toujours au bout des cartes, mais j'arrête de traiter avec les combattants. En France, il y a un super réservoir. Il y a un super réservoir. Il faut savoir que ça existe depuis des années. Moi, je viens du pied-point à la base. Je ne vais pas m'improviser. Moi, je suis parti du pied-point. Après, quand on aime ça, on se développe, on va vers le MMA. Mais il faut savoir que ça fait des années qu'en France, on a des grands champions. Dans le judo, je veux dire, on est classé mondialement en judo. En boxe taille, écoutez, il y a beaucoup de champions français. En K1, il y a beaucoup de champions français. Il y a Cédric qui combat sur mon événement en juillet. En France, on a un vrai level. Aux Jeux Olympiques, ça se voit. En sport de combat, c'est dans notre nature. À haute tension, il y avait beaucoup de combattants de MMA. Mais moi, à l'époque où j'étais à haute tension, j'ai fait un peu de pancrace, j'ai combattu, mais j'étais sur le pied-point, d'accord. Mais j'avais comme coéquipier, chez moi, j'avais des partenaires comme David Baron, comme tous les combattants qui sont sortis de haute tension, les Nog, tout ça, là, ils étaient tous là. Mais moi, j'étais plus sur le pied-point. Il faut savoir qu'à notre époque, c'était l'époque du free fight, entre guillemets. Les mecs arrivaient vraiment avec leur style. Après, ceux qui ont commencé le MMA à partir des années 2010, 2009, 2010, les Michael Lebou, il y a eu les Tahar Radby, tout ça, c'est des vrais combattants de MMA. D'accord, c'est des gens qui sont complets. Au sol, ils sont forts, debout, ils sont forts. Il faut savoir qu'on a créé un vivier grâce à l'interdiction, mine de rien. Le fait que ce soit interdit chez nous et qu'on envoie, nous, nos combattants en difficulté dans des pays à combattre des Anglais, on n'est jamais chez nous, c'était frustrant. Donc ça a été bon parce qu'on a des combattants solides en France aujourd'hui. Par contre, moi ce que je déplore, c'est que ça a créé aussi une sorte de, il y a un côté marginal chez les combattants français qui est dur. On s'en rend compte quand on fait les cartes. J'ai moins de problèmes avec un combattant que je vais chercher au Brésil qu'un combattant français. Pourtant, il est à côté, il a 400 et hop, c'est compliqué, les médicaux, les trucs. Et en fait, je pense qu'ils sont ils sont un petit peu orphelins, ils sont un petit peu pirates, quoi. Enfin, quand je dis pirates, c'est dans la façon d'aborder les choses. Les médicaux, là, c'est vachement plus carré que les étrangers. Et ça, je m'en rends compte tout doucement. C'est pas une critique, hein, il y a un effet à cause. Enfin, voilà, c'est vraiment le fait que ce soit interdit en France, qu'on se soit démerdé tout seul. Le cutting, on l'a appris nous-mêmes. Toutes ces choses-là, on n'a pas eu de formation. Le MMA ne sera jamais un buzz. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde entier. Moi, je me rappelle du Pride, je me rappelle des premiers UFC. J'ai 42 ans. J'ai vraiment vécu l'arrivée du MMA aux États-Unis. Ensuite, les États-Unis m'ont envoyé vers le Val Tudo. J'ai compris qu'en regardant les États-Unis, tu sais, quand tu commences à regarder, à l'époque où il y avait les premiers UFC, ils n'avaient pas de gants, la tête autorisée, tout était. En fait, tu commences à regarder ça. Ensuite, tu as des choses qui t'amènent vers le Val Tudo. Tu te rends compte que les Vanderlei Silva, en fait, ils combattaient dans une cage avec un filet dernière corde, pareil, coup de tête, tout ce que tu veux. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu toute cette culture jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y avait du free fight avant et aujourd'hui du MMA. Dans tous les pays où ça a commencé, ça ne s'est jamais arrêté. Et ça a fait que monter. Il y a un vrai engouement. Après, il faut être réaliste. Il y a un Cyril Gane, il y a un Ngannou, il y a des gens qui ont été représentés très haut. Ça a aidé. Après, il y a toutes les polémiques que vous voulez, mais après, il y a une réalité qu'il ne faut pas nier. C'est que Cyril Gane est un porte-drapeau pour la France aujourd'hui. Il a marqué des points. Il nous a amené. On va dire qu'il a ouvert le MMA au grand public. Je suis le seul à avoir matché, je crois, toutes les teams et tous les gens de partout. Regarde ma carte du cirque d'hiver. La moitié, c'était Ener Fight, c'était des gens de MMA Factory, Lopez, je crois qu'il y avait 3 ou 4 combattants de chez Lopez, des gens de chez Loïc Pora, le Platinum. Donc en fait, on a été chercher des gens partout. J'ai jamais fermé la porte aux combattants. Les combattants, je veux dire, dans les histoires de concurrence, les combattants, ils sont pour rien. Mais maintenant, en avançant, on se rend compte que c'est pas très droit. Ça vient pas des combattants, mais il y a des choses qui se passent. L'après-événement, tout le monde est gentil jusqu'à l'événement, et puis l'après-événement, il y a des choses qui se passent. Donc les gens que tu avais avec toi, d'un coup, ils te plantent. Moi, l'expérience me dit que tous ceux qui sont, et j'en ai connu beaucoup, tous ceux qui se sont autogérés n'ont jamais rien fait. Ou continuent à rien faire aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom, mais ils sont encore là, des gens qui étaient là de ma génération. Hein. Enfin, moi j'ai 42 ans, je vous parle des mecs qui sont là, 35, 36, qui font des trucs, des titres. Ça fait des années. Je les ai connus à l'époque à haute tension, et ils continuent. Et ils sont dans une orga, et puis dans une autre, et puis ci, et puis ça. Et puis ils ont un tapologie, un palmarès qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Et puis après, c'est ces mêmes mecs que vous retrouvez ils font des one-shots sur des ceintures. Pour moi, c'est des breakers. Je suis son coach et son club, et pas les agents, parce que ça, c'est devenu une maladie. J'ai rien contre les agents, mais il y a un truc qui est en train de se passer, c'est un phénomène terrible, terrible, je vous le dis. Et d'ailleurs, il y a des choses qui seront faites après, il y a des organisations qui vont se protéger contre ça, et des clubs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents ont la main mise sur les combattants.
et passe par-dessus les clubs. Donc c'est très dur. Moi, je me suis séparé de beaucoup de combattants. J'avais 40 pros, semi-pros avant le confinement. Il y a des gens, je les ai remerciés. La plupart, je les ai remerciés. Pourquoi? Parce qu'ils sont gérés par des gens de l'extérieur qui leur disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est terrible. Parce que nous, on les a amenés à maturité. Le manager ne les aurait pas repérés si le club ne les avait pas amenés. D'accord? Il y a un moment ou un autre. Le manager rares sont les managers qui vont chercher les combattants avant qu'ils soient pros. Donc ça veut dire que tout le travail amateur, là où ils ne touchent pas d'argent, c'est tout le club qui finance. Pour qu'au final, il y a un manager qui vient et qui dit je te signe et puis s'il te plaît, t'arrêtes de... Non, n'écoute pas ton coach. Voilà, moi tout ça, c'est déplorable et je pense que c'est un truc qui va exploser dans pas longtemps. Le coach français qui m'inspire le plus, moi honnêtement, il y a Aldric Cassata, que je trouve qu'il fait un super job. Il ne se met pas trop en avant. C'est le mari de Manon et son coach qui est à l'UFC. Moi je trouve que c'est un bon coach, grosse connaissance du haut niveau. Il s'intéresse aux petits combattants. J'ai même conseillé à un ou deux de mes combattants qui ont été vivre dans le sud d'aller là-bas. On n'avait pas de relation directe. On s'est serré la main pour la première fois tout à l'heure. Pour vous dire. Et pour moi, il fait un job de coach. Et en plus, derrière, il manage quelques personnes aussi. Donc moi, je trouve qu'il a sa place et qu'il sait faire les choses. Il n'y en a pas 30 000, honnêtement.